Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera le bilan lecture du mois de décembre. Et en fait, comme le mois passé, j'ai oublié de compter le nombre de pages. Donc, comme le mois passé, je le ferai apparaître ici au niveau de mon cou ou là au niveau de ma tête, je sais pas. Donc, j'ai lu, je sais pas combien de livres, 8 livres, 8 ? Mais en fait, j'ai lu toute ma pile à lire. C'est bien simple, j'ai lu l'entièreté de ma pile à lire pour une fois. Mais c'est au mois de décembre, j'avais rien de prévu, j'avais pas de stage. J'étais en vacances, si on peut dire ça comme ça. Donc j'en ai profité. Et donc je vais vous présenter les livres un par un comme je fais d'habitude. Je suis comique aujourd'hui. Je vais essayer de trouver une manière de mettre le casier que ça ne me gêne pas. Donc pour bien commencer le mois de décembre, j'ai lu Deuil de miel de Franck Tillier, donc qui est le deuxième tome sur Charcot, sur Franck Charcot. Et dans ce livre, en fait, on va le retrouver 3 ans plus tard. 3 ans plus tard, je ne sais même pas en fait. On va le retrouver quelques années plus tard par rapport à la fin du tome 1, mais il a vécu un drame dans sa vie qui fait que il n'est pas très bien, mais bon, le commissaire pense qu'il est quand même apte à reprendre le boulot, donc il reprend le boulot. Et pour sa première enquête, on y met un cadavre retrouvé dans une église. Voilà, donc là où on va épier où on va dire ses péchés. Elle est nue, rasée de la tête aux pieds, et elle a des papillons sur la tête. Voilà. Et il va découvrir au sein même de l'église des inscriptions en fait qui vont montrer que ce n'est pas que ce meurtre là qui sera commis mais d'autres. Et en fait en général chaque meurtre est lié à un type d'insecte. Donc là les moustiques par conséquent. On a aussi justement les papillons qui sont là sur la tête. On va faire référence à des araignées, on va faire référence à des scorpions. C'est un truc assez morbide, assez... Si on est phobique des insectes, c'est pas vraiment le meilleur livre de la Terre. Hein. Mais bon, faut en passer par là si on veut suivre Charcot et Annabelle. Donc moi je l'ai lu et... en fait c'est comme le premier, ça a été... je me suis retrouvée assez rapidement happée dans l'histoire, donc de la découverte des meurtres. Et en plus de ça, on va découvrir un nouveau Franck Charcot, si je peux dire ça comme ça, parce que là il va y avoir ses problèmes personnels qui vont venir se mêler à l'histoire. Voilà, je n'en dirai pas plus pour pas spoiler, mais voilà, il a quelques petits problèmes, hein, bon. Mais bref, moi ça m'a pas dérangé plus que ça, et je dois avouer que comment dire, j'avais pas du tout deviné le coupable en fait. C'est comme le tome 1, j'avais pas du tout deviné qui était le responsable de ces meurtres, ni pour quelle raison il faisait ça. Sauf qu'au d'un moment, tout se met en place, tout se dévoile petit à petit. Et en fait, celui qu'on pensait être voilà. Et on se dit, oh oui, ça peut être lui, voilà. Comme d'habitude. Mais, comme d'habitude, Franck Tillier nous surprend à la fin avec la révélation donc du vrai coupable et de ses raisons qui l'ont poussé à commettre tous ces meurtres horribles. Voilà, mais bref, j'ai vraiment bien aimé. Je l'ai mis la note de 4,5 sur 5 et en fait, c'est la note que j'avais mis aussi à l'autre. Donc, il a une note en fait de 4,5, ça fait de 9 sur 10 à peu près. Donc, c'est une très bonne moyenne parce que ça fait 18 sur 20. Donc, c'est une très bonne moyenne pour ces 2 premiers tomes. Donc Traînant vers Bourrange Rouge et Deuil de miel donc sur Franck Charcot. À voir ce que va donner l'autre tome sur Annabelle, mais voilà, j'ai bien aimé. Alors ensuite, j'ai enchaîné avec un coup de cœur. Donc Ma raison de vivre de Rebecca Donovan, publié chez PKJ dans la collection best-seller, où là, on va suivre Emma qui a une vie de famille très compliquée, mais vraiment très compliquée. C'est-à-dire que sa mère a déserté il y a quelques années et son père est décédé. Son père est décédé et sa mère ne pouvant pas s'occuper d'elle, en fait, a préféré partir et donc elle s'est retrouvée chez son oncle et sa tante qui sont pas très gentils avec elle. Et de l'autre, elle a sa vie donc au lycée avec Sarah qui est sa meilleure amie, qui est au courant de ce qui se passe chez elle sans vraiment avoir les détails. Et un jour, elle va faire la rencontre de Evan qui est à nouveau au lycée, qui arrive dans sa classe et
malgré ce qu'elle ressent pour lui, elle va tout faire pour le repousser parce qu'elle ne veut pas le faire entrer dans sa vie. Tout simplement parce que le faire entrer dans sa vie, c'est très risqué au niveau vis-à-vis de sa tante, voilà. Et ce qui m'a énormément plu dans ce livre, qui fait que c'est un coup de cœur, c'est parce que d'habitude, la violence, ça arrive que dans les livres on en parle, sauf que là, c'est la violence envers des enfants, donc la maltraitance. Voilà, c'est clairement de la maltraitance. Et il n'y a pas que niveau violence d'ailleurs, il n'y a pas que niveau coup. Voilà, et c'est vraiment mis dans les profondeurs de ce qu'Emma peut ressentir par rapport à ça. Et en fait, faut dire que la fin m'a hyper stressée. Et tout le long du livre, en fait, j'avais une boule dans le ventre et dans la gorge. Justement, j'étais inquiète pour Emma, pour ce qui allait se passer dans le prochain chapitre. À chaque fois qu'un chapitre commençait, je me disais qu'est-ce qui pourrait lui arriver encore de pire que ça. Et voilà, donc j'ai vraiment surkiffé et j'ai hâte de lire la suite. Donc je lui ai mis la note de 5 sur 5 vu que c'est un coup de cœur. Alors ensuite, j'ai lu Les Puissants, le tome 3, libre de Vic James, donc chez Nathan. Oh, mon livre a reçu un coup. En fait, tu me diras, il avait reçu un coup à l'envoi. Et donc dans cette trilogie, parce que oui, c'est une trilogie, dans cette trilogie, on va suivre la famille Hadley, plus principalement Luke et Abby. Voilà, donc principalement les points de vue de Luke et Abby. La famille Hadley qui, le jour des 10 ans de la petite dernière, donc de Daisy, décident de partir faire leurs 10 jours d'esclavage et leurs 10 ans d'esclavage. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'ils vivent dans une Angleterre où ceux qui règnent en fait sont les égaux étant ceux qui ont des capacités, qui ont le don. Voilà, les doués qui sont donc les égaux, qui sont ceux qui dirigent le pays. Et en fait, les non-doués, les marginaux, les roturiers, ben, doivent donner 10 ans de leur vie en esclavage. Donc, soit dans une vie d'esclave, soit dans une maison d'ego. Et en fait, Abby avait tout prévu. Elle et sa famille, elles devaient aller chez les Jardines, passer leurs 10 ans d'esclavage chez les Jardines tous ensemble. Mais le jour du départ, Luke est envoyé à Millmoor. Donc de son côté, Luke va découvrir ce que c'est la rébellion, dans quel but ils font ça. Et Abby va tout faire, elle, pour que Luke les rejoigne chez les Jardines. Et donc on va suivre donc dans les 3 tomes un truc de complot, de machination, de montée de pouvoir, etc. Et j'ai vraiment bien aimé ce 3e tome, qui franchement est pas passé loin du coup de cœur. Alors la saga, la trilogie en elle-même n'est pas une saga coup de cœur, mais c'est une trilogie que j'aime énormément. Et je pense d'ailleurs faire une vidéo centrée sur la trilogie. Je cherche juste quoi mettre dedans. Voilà, donc j'ai vraiment adoré ce 3e et dernier tome, bien que la fin me laisse une note douce amère concernant 2 personnages, voilà, parce que l'autrice nous suggère, nous met une suggestion comme ça, sur la fin de ces 2 personnages, sans vraiment nous en dire trop. Elle en dit trop, mais pas assez en même temps. Enfin, elle en dit surtout pas assez, en fait. Je veux vraiment en savoir plus. Peut-être un chapitre concernant leur avenir à tous les 2, voilà. Et il faut savoir que la manière que se termine cette saga se profile ici dans ce tome 3. Et ouais, donc se profile tout doucement dans ce tome 3. Et on peut la deviner nous-mêmes si on réfléchit bien. Sauf que moi, j'étais pas concentrée à deviner comment allait passer la saga. Mais surtout à, merde, comment ils vont faire. Voilà. Et j'ai adoré. Donc j'ai mis la note de 4,5 sur 5. Alors ensuite on passe au 2e thriller de ce mois-ci, j'en ai lu que 2 d'ailleurs ce mois-ci, qui est Code 93 d'Olivier Nerec, donc publié chez Pocket. Et dans ce livre on va suivre Victor Coste qui est un flic, qui est un capitaine de police travaillant en Seine-Saint-Denis. Et ça fait 15 ans qu'il travaille là-bas et il va être appelé sur une scène de crime, voilà. Un mec qui a semble-t-il reçu 3 balles, voilà, qui a semble-t-il, donc il est amené pour être autopsié, mais se réveille sur la table d'autopsie et on se rend compte que le mec n'a plus ses couilles. Voilà, il a été émasculé, on ne sait pas pourquoi, mais il a plus ses couilles. Voilà, donc un mec n'a plus ce qui fait de lui un mec en fait, voilà. Et ensuite les meurtres vont s'enchaîner parce que va y en avoir un 2e, un 3e, etc. Et en fait, à côté, Victor Coste va recevoir des lettres qui vont lui faire parler d'un fameux dossier, donc le fameux dossier Code 93, voilà. Et tout doucement, ça va se mettre en place que
peut-être que tout est lié et peut-être que si les flics avaient fait leur boulot correctement à l'époque, tous ces meurtres n'auraient pas été commis. Et j'ai bien aimé parce que c'est intéressant de voir ce qui pourrait se passer dans ce livre, de découvrir qui a fait ça et pourquoi. Bien que on peut deviner très rapidement qui l'a fait parce que le nom du coupable est dit très enfin au moins je pense dans la première moitié du livre. Voilà, mais c'est pas si grave que ça, c'est pas si important, c'est les raisons en fait qui font. Parce que en dehors des meurtres, il y a tout ce truc autour du code 93 qui pose problème à Coste parce que lui c'est un flic très bien dans ses bottes, dans ses baskets et lui la corruption il aime pas. Voilà, donc j'ai vraiment bien aimé et je lui ai mis la note de 4,5 sur 5. Alors ensuite, en deuxième coup de cœur de ce mois-ci, j'en ai eu 3 en décembre. Mais c'est ce qui arrive quand tu lis beaucoup de romances. Donc j'ai lu PS Oublie-moi de Emma Green, où dedans on va suivre Léonore, je sais plus comment elle s'appelle. Léonore. Bref, donc c'est Léo qui passe des castings en fait pour être mannequin, sauf que à chaque fois dans les castings qu'elle passe, c'est pareil. Il y a une partie de son corps qui repousse en fait ceux qu'elle va voir et qui font qu'elle n'est pas acceptée en tant que mannequin. Et jusqu'au jour où en fait Ellie va lui dire qu'il lui reste un rendez-vous pour une agence qui justement se spécialise dans les défauts corporels, voilà. Mais en arrivant à l'agence, elle va se rendre compte que Strange and Strong ou Strong and Strange, je sais plus dans quel sens, l'un dans l'autre ou l'autre dans l'un. Je voulais vous dire, c'est les mêmes, c'est les deux personnes qui sont dirigées donc par Wolf Larson et son meilleur ami Mathias. Sauf que Wolf Larson est justement le jeune homme qui lui a brisé le cœur 8 ans plus tôt, qui a carrément détruit sa vie. En fait, il n'y a pas que brisé le cœur, il a détruit sa vie. Mais elle va se rendre compte que c'est grâce à lui qu'elle va pouvoir avancer et qu'elle va pouvoir aimer, ce qui fait d'elle une paria aux yeux des autres agences de mannequins. Mais c'est ce qui va justement lui permettre de s'aimer, de s'accepter telle qu'elle est et d'enfin oser la montrer, on va dire. Voilà. Bien que tout cela soit causé par Wolf. Et comme d'habitude avec Emma Green, j'ai vraiment surkiffé ma lecture parce que Wolf et Léo sont deux caractères très... Disons que c'est pas tout doux quoi. Léo c'est une femme très forte malgré qu'elle ait été brisée. Elle est très forte, elle se laisse pas marcher sur les pieds. Elle fait rapidement comprendre à Wolf que ok, je travaille pour toi mais tu m'approches pas. Et Wolf de son côté, lui il se rend compte que Léo est peut-être celle qu'il a toujours aimée, qu'il a toujours attendue. Bref, c'est une histoire d'amour très... Je vais pas dire caricatural parce que c'est pas vrai, mais moi j'ai surkiffé. Voilà. Donc ensuite... Oh là 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 là. Donc ensuite j'ai lu Clash, tome 1, Passion brûlante de Jay Gronover, donc qui est le premier spin-off sur la saga Marketmen, où dedans on va suivre Zeb et Sawyer. Sawyer qui est la sœur de Rudy et Zeb qui est un ami de Rome du coup, parce que enfin de tout le monde en fait, parce que c'est lui qui a aidé pour il est maçon, donc il a aidé pour le bar, il a aidé pour le nouveau salon de tatouage des Marketmen, donc la Saint of Denver, et il va aider Sawyer à rénover sa maison, donc voilà. Et il faut savoir que Zeb a fait de la prison il y a 8 ans. Il a fait quelques mois de prison, 38 mois je crois, je sais plus. Mais il a fait presque 3 ans de prison en gros. Voilà, il a fait presque 3 ans de prison et... je crois que 2 ans et demi. Et il faut savoir qu'un jour il va découvrir qu'en fait il a un fils caché. Et il va devoir se battre pour récupérer justement la garde de ce fils, sinon il sera placé en famille d'accueil. Et les familles d'accueil, c'est pas vraiment le meilleur pour un petit garçon. Et
pour récupérer la garde de son fils, il va justement faire appel à Sawyer, qui est avocate spécialisée là-dedans. Voilà. Et donc, mais il faut savoir que Sawyer, elle a vécu avec un père qui n'était jamais satisfait de ce qu'elle faisait, de comment elle s'habillait, etc. Donc pour elle, lâcher prise, aimer, c'est pas son fort. En fait, selon elle, elle a de l'amour à donner que à son frère et à Poppy qui vit avec elle. Voilà. Mais j'ai bien aimé l'histoire de fond, ce qui se passe entre eux, etc. J'ai bien aimé, donc c'est avec plaisir que je lirai le tome 2 et je lui ai mis la note de 4,5 sur 5. Alors ensuite, il en reste 2. Donc ensuite, j'ai lu Another Story of Bad Boys de Mathilde Aloha, publié chez le livre de poche jeunesse, donc c'est le tome 1, où dedans, on va suivre, comment elle s'appelle, Liliana, surnommée Lily, qui arrive donc à Los Angeles, à UCLA, donc l'université, pour justement démarrer un cursus de journalisme. Et donc, le jour de l'inscription, elle va se rendre compte qu'il y a eu un problème et qu'elle a été en fait, parce qu'elle s'appelle Liliana Taylor, donc, et en fait, lors de l'inscription, ils ont cru qu'elle s'appelait Taylor, Liliana, ou Taylor tout court en fait. Donc, elle a été mise avec 2 mecs. Sa mère s'inquiète, mais elle se dit, t'inquiète pas maman, ça va aller. Et ces 2 mecs sont Evan et Cameron. Voilà, mais il faut savoir qu'à côté, elle qui habite à Miami a beaucoup de problèmes, notamment Rosie qui est dans le coma, qui en fait, à coup sûr va mourir. Voilà, à coup sûr, tous les médecins sont pessimistes. Ils savent qu'elle ne se réveillera jamais. Voilà. Et justement, elle a fouillé Miami pour ne pas y penser, pour avancer, essayer d'oublier tout ce qui s'est passé à Miami avec Jess, avec Rosie, avec l'autre là, je sais plus comment elle s'appelle, son autre amie. Oui. Mais du coup, quand elle va arriver en colocation, Evan va être le plus accueillant des deux. Il va l'accepter tout de suite, ils vont devenir amis. Voilà. Mais Cameron, c'est autre chose, parce qu'il va être hyper méchant avec elle. Il va lui dire qu'elle a rien à faire là, etc. Il va clairement lui faire comprendre qu'elle n'est pas à sa place. Mais on se doute bien que c'est un peu une histoire d'amour-haine à la After. Sauf que c'est pas vraiment comme After. Voilà. Alors, Liliana a ses propres problèmes, donc les problèmes de Cameron, elle s'en fout, mais elle sait que les garçons lui cachent quelque chose et elle essaye de découvrir ce qui se passe. Voilà, et Liliana et Cameron vont se rapprocher tout doucement, et donc ça va être une romance, voilà. Et il faut savoir que j'ai vraiment bien aimé. C'est pas un coup de cœur, mais c'est quand même une très bonne lecture, et j'ai hâte de voir ce que va donner le 2e tome. Voilà, donc j'ai mis la note de 4,5 sur 5. Et on va passer au dernier, c'est temps parce que ça fait 20 minutes. Mais bilan lecture dure toujours 3 plombes. Et donc ma dernière lecture du mois de décembre, c'est Sweet Heart de Kay Bromberg, donc publié chez Hugo Roman dans la collection Poche. Donc dans celui-là, on va suivre... comment elle s'appelle? Je ne sais plus, putain. Sailor, elle s'appelle Sailor, qui était fiancée à Mitch et qui, en fait, un peu avant leur mariage, a décidé de le quitter. Voilà. Sauf que voilà, 6 mois plus tard, après leur séparation, elle reçoit une invitation au mariage de Mitch avec sa nouvelle copine, Sarah. Sarah le rebond, comme elle l'appelle. Et elle se rend compte, en fait, que tous les détails correspondent à ce qu'elle avait préparé pour son propre mariage avec Mitch. Et en fait, elle tient une pâtisserie, maintenant, Sweet Cupcakes. Voilà. Elle a ouvert une pâtisserie et elle se rend compte que, c'est pas le top du top. Est-ce que les chiffres d'affaires sont pas très bons? Son frère lui dit, et elle s'en rend bien compte elle-même en fait que les chiffres d'affaires c'est pas ça, et elle va quand même décider en fait d'aller au mariage de son ex. Sauf que il faut un cavalier et elle a personne dans sa vie. Et donc là, subitement va revenir dans sa vie Aya Sweetley qui est son premier amour, mais aussi le premier garçon qui lui a brisé le cœur, tout simplement. Et qui est aussi la méga star d'Hollywood du moment. Et du coup, il va revenir dans sa vie avec une aide particulière, voilà. Mais du coup, elle va se dire, ok, pourquoi pas, vas-y, accompagne-moi au mariage de Mitch. Montrons-lui que je suis heureuse, que je veux la tête haute, et voilà. Mais ça, tout va pas se passer exactement comme elle le veut, parce que elle se rend compte que même si 10 ans sont passés, ce qu'elle ressentait pour Ayas est toujours bien présent. Et Ayas se rend compte en fait que ça a toujours été Sailor et personne d'autre, et renouer avec elle, c'est peut-être pas la meilleure des idées quand elle est la plus grande star d'Hollywood. Bon, c'est une histoire d'amour et j'ai vraiment adoré l'histoire de Sailor et Yes, tel point que ça a été un coup de cœur, tout simplement parce que même si 10 ans se sont écoulés, ils réapprennent à connaître les personnes qui sont devenues maintenant.
tout en constatant qu'ils sont quand même encore un peu les mêmes qu'il y a 10 ans. Donc les mêmes gamins de 17 et 19 ans qui s'aimaient dans la cabane dans le champ des parents de Sailor. Et voilà. J'ai vraiment adoré, j'ai vraiment kiffé la fin, j'ai vraiment kiffé Sailor, j'ai vraiment kiffé Yes. Et si pour Hugo Roman et Yes ressemble à ça, y a pas de souci, hein, je l'épouse moi aussi. Parce que comment vous dire, je suis presque persuadée que pour le mec, ils ont pris comme exemple Jack. Je l'avais déjà dit quand je l'ai acheté et aussi quand je l'ai mis dans la pile à livres. Mais d'ailleurs, j'essaierai de vous intercaler une photo ici. Donc je vais mettre le livre là. J'essaie de vous intercaler une photo ici de l'acteur en question dont je pense qu'il est tiré, donc Jack Falahi. Et je kiffe. Voilà. Donc j'ai mis l'ordre de 5 sur 5. Et bah voilà, c'est tout pour ce bilan lecture qui devient beaucoup trop long, ma parole. Voilà, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.